Bienvenue à tous pour un nouveau numéro exceptionnel d'International avec un invité exceptionnel, José Manuel Barroso. Bonsoir. Bonsoir. Le président donc, de la Commission européenne, vous venez d'être réélu pour 5 ans par le Parlement européen. C'était cette semaine à Strasbourg. Alors pour vous interroger avec moi, Bruno Darroux de Radio France Internationale. Bonsoir. Et Philippe Ricard du journal Le Monde. Bonsoir. Alors c'est une émission d'ailleurs que je vous le rappelle, vous pouvez suivre en direct ou en différé sur www.international.fr. Alors Monsieur Barroso, je le disais, un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la Commission européenne. Quelle est votre vision de l'Europe? Quels sont vos projets prioritaires pour une Europe en crise, une crise économique, une crise sociale aussi, c'est très important, avec la montée du chômage? Quelles sont vos attentes pour le prochain G20, pour le sommet climat dans quelques semaines à Copenhague? Beaucoup d'autres questions aussi, mais avant tout, votre portrait brossé pour nous par Erwan Bram, tout de suite. Le sourire et le soulagement. José Manuel Durand Barroso est un homme heureux, acclamé par le Parlement européen qui vient de l'élire à la tête de la Commission pour un nouveau mandat de 5 ans. José Manuel Barroso, seul candidat à sa succession peut-être, mais qui a dû batailler jusqu'à la dernière minute pour obtenir une majorité absolue. On peut me critiquer sur beaucoup de choses, et je suis le premier à reconnaître qu'il y a des questions sur lesquelles moi-même et la Commission peuvent être critiqués. Je crois que mon rôle, c'était de rassembler, essentiellement de rassembler. C'est la première fois que nous avons eu cette Europe élargie. Le caméléon, comme l'appellent ses détracteurs, est un amoureux du pouvoir doté d'un caractère tenace. Il a obtenu le soutien des parlementaires de droite, de gauche, des eurosceptiques, celui des gouvernements des 27 pays membres de l'Union. Un véritable tour de force pour ce pragmatique qui fait écho à son propre parcours politique. C'est à l'extrême gauche, chez les maoïstes du Portugal, que José Manuel Barroso a commencé sa carrière en pleine révolution des œillets, avant de glisser vers la gauche classique puis le centre droit. En 2004, Barroso, alors Premier ministre en difficulté, démissionne pour prendre la présidence de la Commission européenne. Il est appuyé par Tony Blair, avec qui il soutient la guerre en Irak. Barroso à Bruxelles, c'est le début d'un mandat contrasté, critiqué par la députée socialiste belge Véronique de Keyser. Je l'ai interpellé assez violemment, lui disant « Mais Monsieur Barroso, vous n'êtes pas un homme de conviction, vous êtes un homme de circonstances. » Je crois maintenant qu'il n'a même pas été un homme de circonstances puisque nous sommes en pleine crise financière et je ne peux pas dire qu'il ait donné une impulsion terrible à l'Europe sociale dont nous rêvons. Trop libéral, trop dérégulateur, estiment ses opposants. Le numéro 1 de la Commission disait lui-même qu'il fallait des règles moins nombreuses mais plus efficaces. Pas assez visionnaire, subordonné au gouvernement, jugent ceux qui souhaitent plus de fédéralisme européen. Mais José Manuel Barroso est un homme de consensus. Le paquet énergie-climat, un de ses succès, voté sous présidence française, en est un exemple. S'il place l'Europe sur la voie écologique, il ménage les ambitions industrielles des pays les plus pollueurs. Face aux critiques des Verts, Barroso cherche encore à concilier. Je pense à la possibilité effectivement de créer un commissaire pour le changement climatique. Parce que soit Copenhague sera un succès et nous aurons donc beaucoup de travail à faire dans le domaine législatif, soit il ne sera pas le succès qu'on veut et il y aura encore aussi beaucoup d'efforts à faire. Et donc c'est possible. C'est au moment de la crise financière que le principal reproche s'est exprimé au grand jour. Manque d'initiative, voire inaction du dirigeant de la Commission, le projet de régulation des marchés financiers et des fonds spéculatifs était au départ jugé trop tardif et trop timoré. Croissance verte, OGM, libéralisation des services, référendum sur le traité de Lisbonne, des dossiers explosifs attendent José Manuel Barroso, un second mandat pendant lequel l'ancien Premier ministre portugais devra encore user de tous ses talents d'équilibriste. Alors, Monsieur Barroso, on va bien sûr revenir sur ces importantes questions financières et économiques, mais d'abord une question sur votre réélection récente par le Parlement européen. Vous étiez seul candidat, à ma connaissance. Il y a pourtant, je crois, 8 groupes au Parlement européen. Est-ce que ce n'est pas quand même le signe d'une démocratie européenne un peu en panne, le fait que vous soyez seul candidat? Écoutez, après avoir vu votre portrait, je me demandais, mais alors il n'y a pas quelqu'un de mieux en Europe pour être candidat? Personne ne s'est présenté contre vous. Et pourquoi? C'est ça la question. Oui. Parce que ce n'est pas intéressant d'être président de la Commission? Pour une raison très simple, parce que les gens savaient parfaitement qu'ils n'auraient pas de chance d'être en concurrence avec moi. Parce que moi, dans les conditions actuelles, j'étais celui qui est capable de porter en avant le projet européen. Parce que l'Europe, et ça il faut le comprendre, doit être politique mais ne peut pas être partisane. C'est une erreur de penser qu'on peut faire l'Europe seulement à la droite ou à la gauche. Et mon rôle, le rôle dont je suis fier, a été pendant ces années
pendant que j'étais président de la première commission de la Grande Europe élargie, de rassembler. C'est pourquoi j'ai pu avoir le soutien des 27 gouvernements de droite, de gauche, de centre. Et c'est pourquoi j'ai eu après cette forte majorité au Parlement européen. Donc, ce n'est pas le manque de démocratie, c'est exactement le contraire. Nous n'avons jamais eu, comme cette fois-ci, un débat aussi démocratique au Parlement européen. Jamais. Auparavant, les présidents étaient seulement nommés par les gouvernements, ou alors c'était une investiture presque déjà garantie d'avance. Maintenant, j'ai fait le débat avec tous les groupes politiques. Le vote était secret. Le vote était secret, complètement libre. Les chefs des partis ont pu dire quelle était leur préférence, mais chaque député a voté dans sa conscience. Et j'ai eu une majorité renforcée, une majorité absolue. Et donc je crois que c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a quand même quelques qualités pour que je puisse mener à bien cette tâche. Bruno Darroux. Mais M. Barroso, si finalement vous vous êtes retrouvé le seul candidat, est-ce que ce n'est pas aussi finalement parce que les socialistes européens ont été incapables de désigner un candidat, ils ont décidé finalement de s'abstenir, et puis au final certains ont voté contre vous, les socialistes français, et puis d'autres, les Portugais et les Espagnols, ont voté pour vous. Vous n'avez pas eu d'opposition parce que la gauche européenne n'a pas réussi à faire émerger un candidat. Moi, j'aurais préféré avoir un autre candidat. Parce qu'effectivement, pendant des mois, comme j'étais le seul candidat, c'est moi qui ai été la cible de toutes les critiques, c'est évident. N'est-ce pas ? Parce qu'un choix, normalement, c'est comparé dans une élection. Hein. Et moi, comme j'étais le seul candidat, j'ai été l'objet de toutes les critiques, quelques-unes peut-être justes, mais d'autres, je crois, vraiment très, très injustes. Et quelques-unes même qui ne connaissent pas, qui ne reflètent pas la connaissance de comment fonctionne l'Union européenne. Mais c'est peut-être ça qu'il faut expliquer, parce que les téléspectateurs et les auditeurs doivent se dire quand même quelle drôle de démocratie qu'une élection avec un seul candidat. Mais alors pourquoi les autres ? Mais ça poser cette question aux autres. Mais pourquoi il y a eu pourtant des noms qui ont été suggérés. Il y a eu, et la vérité, c'est qu'aucun nom n'a eu le courage ou la volonté, l'intérêt de se dire voilà, je suis candidat. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas intéressant d'être président de la Commission, comme quelqu'un a suggéré, non. Parce qu'il savait parfaitement, ces noms qui ont été suggérés, qu'ils n'auraient pas eu les conditions d'avoir en même temps, parce qu'il faut en même temps en Europe, le soutien du Parlement européen et quand même d'une majorité du Conseil européen. Et moi, j'étais dans cette position parce que soit Zapatero d'Espagne, qui n'est pas néolibéral, n'est-ce pas, soit Merkel en Allemagne, m'ont soutenu. Parce qu'ils ont pensé, voilà, c'est la personne qui est en meilleure condition maintenant. Et la même chose, la majorité très claire au Parlement européen. Donc je crois que quand même on devrait reconnaître ça. Mais en tout cas, écoutez, moi je suis habitué à toutes les critiques. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que c'est ma faute d'être le seul candidat. C'est précisément parce que je suis un homme de consensus que j'ai réussi à rassembler. Et donc je n'ai pas à m'excuser d'avoir un soutien pareil. Ce sont les autres qui doivent expliquer pourquoi ils n'ont pas eu le soutien capable de gérer une alternative. Philippe Ricard, sur le même sujet. Traditionnellement, l'Europe s'est construite quand même sur l'alliance entre la famille chrétienne-démocrate, dont vous étiez le candidat naturel, et puis la famille socialiste. Et votre élection a bien montré qu'en fait, la famille socialiste est profondément divisée actuellement, pas simplement sur vous, mais sur l'idée européenne, sur les politiques à mener dans cette crise financière, alors que la droite est finalement beaucoup plus consensuelle. Est-ce que c'est une situation qui vous surprend ? Et est-ce que dans la formation de la commission là, qui arrive, qu'allez-vous essayer de faire pour essayer de rassembler davantage encore, notamment à gauche ? Je l'ai dit, et j'y tiens beaucoup. En tant que président de la Commission, mon parti, c'est l'Europe. La Commission doit être politique, mais elle ne peut pas être partisane. Et dans la Commission actuelle, j'ai des collègues qui sont de la famille socialiste, des collègues démocrates chrétiens, des collègues libéraux. Moi, je ne suis ni conservateur, ni socialiste. Je ne suis pas conservateur. Parfois, dans la presse française, on dit conservateur. Conservateur, c'est les conservateurs britanniques. Moi, je ne suis pas conservateur. Je suis un réformiste du centre, si vous voulez. Mais je ne suis pas un socialiste non plus. Je m'excuse. Parfois, mais je pense que c'est presque obligatoire dans certains cercles d'être socialiste. Je ne suis pas socialiste. Mais je trouve qu'en Europe, dans la Commission, nous devons faire une sorte de grande coalition des forces pro-européennes. Et mon programme est un programme très européen. Alors j'aimerais bien avoir le soutien de ces grandes formations politiques, que vous l'avez dit, le PPE,
les socialistes, les libéraux. Et il y a aussi, il faut le dire aussi, des pro-européens dans d'autres familles politiques aussi. Il y a eu des communistes comme Spinelli qui étaient pro-européens. Des Verts ont donné des contributions au mouvement, et même des conservateurs britanniques, Lord Cockfield pour le marché intérieur. Donc, soyons pas dogmatiques. Ce qu'il faut faire, c'est l'alliance de tous ceux qui veulent faire avancer l'Europe. M. Barroso, je voudrais aborder un des grands dossiers de ces prochains jours, de ces prochaines semaines, c'est le G20 donc à Pittsburgh la semaine prochaine. Jeudi à Bruxelles, l'Union européenne s'est mise d'accord sur une position commune concernant les fameux bonus. L'Europe demande une limitation de ces bonus. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Et même si les États-Unis ne suivent pas l'Europe, est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin seul? Je crois que nous devons, dans ce cas-là, aller seuls si nécessaire. Ce serait intéressant, important, utile d'avoir aussi que possible les mêmes règles mondiales. Je crois que c'est dans notre intérêt aussi. Mais si les Américains ne suivent pas sur un plafonnement des bonus... Je suis pour la vérité. Nous avons déjà présenté, la Commission a présenté une proposition, non seulement une recommandation. D'ailleurs, nous l'avions fait la première en 2004. À l'époque, personne n'y a prêté attention. Notre première recommandation sur les rémunérations excessives est de fin 2004, déjà avec ma commission. À l'époque, personne n'y a prêté attention. Ça n'a pas été suivi des faits. Pas du tout. Deuxièmement, mais maintenant, nous avons fait une recommandation et une proposition législative qui est sur la table du Conseil, c'est-à-dire des gouvernements, pour décision. Donc, même si les Américains ne suivent pas, je crois que nous devrions aller de l'avant là. Parce que c'est une question de légitimité. Vous savez que je suis pour la liberté des marchés financiers. Oui. Mais précisément parce que je crois que la liberté exige aussi des règles. Mais les bonus de plusieurs millions d'euros, ça ne vous choque pas? Je ne parle pas politiquement, mais même moralement. Moralement. Ça vous choque? Mais bien sûr, surtout quand c'est de l'argent des contribuables qui est là. C'est-à-dire, si c'est seulement la concurrence privée, si quelqu'un veut payer plus, bon, à la limite... Bon, pourquoi ne pas les interdire alors? Mais non, mais dans notre proposition, nous proposons quelques limites en fonction du capital des banques. Donc, il y a des règles de limitation. Alors, le communiqué que vous avez publié à Bruxelles jeudi parle simplement de limitation. Le terme de plafonnement n'est pas apparu. Est-ce que c'était pour ne pas mécontenter trop finalement les Américains? Et puis par ailleurs, il y a certaines informations de presse notamment qui disent qu'en coulisses, il y a déjà des négociations avec les Américains pour arriver à un compromis sur Pittsburgh. Écoutez, ça c'était le consensus. Nous sommes 27 États dans l'Union européenne et c'était la présidence suédoise qui a présenté ce compromis qui me semble acceptable. Je crois que c'est dans notre intérêt en Europe d'avoir, comme on dit en anglais, le level playing field, n'est-ce pas, d'avoir un système le plus équilibré dans le monde, parce que nous sommes, comme on l'a vu, dans un système de plus en plus interdépendant. Donc, bien sûr, ce serait utile d'avoir les Américains avec nous et d'autres aussi. Quel est l'intérêt d'avoir le déplacement des centres financiers de Londres, de Francfort ou de Paris pour le Dubaï? Est-ce qu'on gagne quelque chose avec ça? C'est dans notre intérêt en Europe? Je ne crois pas. Non. Mais dans ce cas-là des bonus, moi je suis absolument clair. C'est tellement scandaleux ce qui se passe. C'est vraiment un problème éthique que je trouve que là, si nécessaire, il faut y aller seul. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Est-ce qu'on s'oriente concernant Pittsburgh plutôt vers une limitation ou vraiment vers un plafonnement? On sait que les Américains ne souhaitent pas aller vers un plafonnement. Je crois que nous devons lutter pour un plafonnement, mais je ne peux pas vous dire quel est le résultat. Je ne peux pas. Je serai à Pittsburgh dans quelques jours, mais je ne sais pas quel sera le résultat. Philippe Ricard. Y aller seul au niveau européen, ça voudrait dire essayer de convaincre aussi les Britanniques, parce que quand même la City de Londres est la place la plus importante. Alors quand vous dites y aller seul, ça veut dire que vous êtes prêt à aller contre les intérêts de la place financière britannique, qui est quand même la plus importante, la locomotive de la finance européenne? Je pense que nous devons avoir une perspective européenne. Et donc Londres... même si certains pensent le contraire, Londres fait partie de l'Europe. Donc, quand je parle de l'Europe, j'inclus, bien sûr, Londres et le Royaume-Uni. Le Premier ministre suédois, dont le pays exerce actuellement la présidence de l'Union européenne, a eu cette formule après la réunion de Bruxelles. Il a dit la culture des bonus, c'est terminé. Vous êtes d'accord avec cette phrase? On peut aller aussi loin que de dire ça? Je l'espère, mais je ne suis pas encore sûr. Franchement, il y a des gens qui oublient très vite. Et je crois que nous devons faire tout pour ne pas revenir au business as usual, à la vie habituelle. Je crois qu'il faut retirer les leçons de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Le cas Madoff aux États-Unis, mais aussi quelques cas ici en Europe. Donc il faut retirer les leçons.
et agir, et c'est pourquoi nous sommes déterminés à agir de façon très cohérente. Vous parlez vous-même du retour à la vie habituelle, recommencer comme avant, comme si rien ne s'était passé. Vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui se passe déjà un peu sur les marchés? On voit que les banques ont déjà mis de côté des milliards d'euros pour financer les bonus de cette année-ci ou de l'année prochaine. On a l'impression que l'orage est passé et on recommence les... Il y a ce danger, et je crois que nous devons l'éviter. C'est aussi le rôle de la Commission d'être attentif à ça. C'est le rôle de la ça. Commission et les propositions que nous avons mises sur la table et d'autres. J'ai déjà dit que l'année prochaine, nous allons venir avec de nouvelles propositions, par exemple sur les derivatives, sur les produits dérivés. Oui. Voilà, donc il faut maintenir, dans un intérêt, soyons clairs et équilibrés, parce que je ne veux pas maintenant tomber dans la démagogie. Nous voulons avoir des marchés financiers compétitifs. Je suis contre qu'on limite maintenant toute la liberté dans les marchés, le rôle d'innovation. Ça, c'est une ouverture vers Londres, ça? Non, pour c'est faire pas comprendre aux Britanniques que... C'est une question d'équilibre, de bon sens. C'est une question d'équilibre. C'est notre modèle européen. Le modèle européen, c'est le modèle, la combinaison, de combiner l'ouverture des marchés avec des mécanismes d'intégration, de cohésion sociale, de certaines normes éthiques, et ça, j'en suis très fier. Alors, avant de parler, après la pause du climat et du sommet de Copenhague, une question quand même sur le bouclier antimissile. Le président Obama vient de décider, en tout cas, de modifier, de renoncer ou de modifier le fameux bouclier antimissile en Europe. D'une certaine manière, on pourra dire que l'Europe devra faire plus confiance en elle-même pour se défendre. Elle devra plus compter sur elle-même pour se défendre. Est-ce que c'est le moment, pour vous, José Manuel Barroso, de relancer ce que certains appellent de leur vœu, c'est-à-dire une véritable Europe de la défense? Depuis toujours, j'ai soutenu l'idée de l'Union Europe de la défense. Je suis très favorable à une identité forte de l'Europe en matière de politique étrangère et de défense. Et je crois que nous faisons des progrès très importants dans ce domaine. D'ailleurs, je crois que la décision française d'intégrer l'OTAN, c'était une excellente décision de ce point de vue. C'est un peu paradoxal. Non, c'est pas paradoxal, c'est précisément parce que ça diminue la méfiance qu'il pourrait y avoir entre OTAN et défense européenne. Ça libère précisément l'Europe pour faire l'Europe de la défense. Ça peut détruire certains mythes qu'il y avait, que les Américains étaient contre une Europe de la défense. Je crois que maintenant, les Américains eux-mêmes comprennent que les Européens doivent faire plus pour leur propre défense. Et donc, je crois qu'il y a là une bonne opportunité pour faire plus pour l'Europe de la défense. Vous comprenez un peu les craintes des Polonais ou des Tchèques qui se disent que l'Europe de la défense n'est pas très fiable et qui préfèrent le bouclier américain? Écoutez, ce n'est pas un domaine où la Commission a des compétences légales, mais mon opinion est très claire. C'était une bonne décision, celle d'Obama. D'accord. Hier, d'ailleurs, Medvedev m'a fait un long coup de téléphone, coup de fil pour me féliciter pour l'élection. Et j'étais très satisfait d'avoir su cette décision parce que je trouve que la Russie est un partenaire très difficile. Et je connais bien cela. Mais nous devons faire un effort d'avoir un rapport constructif avec la Russie. Mais justement, très rapidement, José Manuel Barroso, pour vous, cette décision de l'administration Obama, c'est plutôt un geste envers Moscou ou un geste envers Téhéran? En fait, c'est plutôt pour essayer de renouer le dialogue avec Téhéran ou c'est plutôt pour apaiser Moscou et que la Russie rejoigne les Occidentaux sur le dossier iranien? Les deux choses sont liées, mais je crois qu'effectivement, la réunion... je crois parce que j'ai parlé avec les deux, avec Obama et Medvedev. Je crois que la réunion entre Obama et Medvedev à Moscou s'est bien passée. Et je crois qu'Obama veut réduire un peu cette tension qui était en train de monter les dernières années. José Manuel Barroso, on s'arrête pendant quelques minutes, une petite pause pour de l'info et on se retrouve tout de suite après. Merci. Une petite retouche de maquillage ou pas?
retrouve notre invité José Manuel Barroso ici qui nous reçoit à Bruxelles. D'ailleurs, merci de nous recevoir chez vous. Et félicitations pour votre anniversaire. Je sais que c'est le 25e anniversaire de TV5. Vous nous suivez depuis 25 ans. Mais félicitations. Alors, on parlait du renoncement américain au bouclier antimissile qui est très bien accueilli en Russie. Vous y avez fait allusion. Certains évoquent d'ailleurs un marchandage entre Américains et Russes. Nous renonçons au bouclier antimissile, les Américains disent ça, et vous les Russes, en échange, vous faites pression sur l'Iran, l'Iran qui est un partenaire commercial et militaire très important de la Russie, pour que l'Iran renonce à son programme nucléaire. Est-ce que vous, en tant que président de la Commission européenne, ce scénario vous semble crédible ? Non, je ne suis pas informé de ces détails, mais détails importants, oui. Mais c'est évident. J'étais à la réunion du G8 avec le président Obama, le président Medvedev, et précisément, je suis conscient que la Russie aussi est préoccupée avec la question de l'Iran. C'est effectivement un problème très sérieux, parce que la prolifération nucléaire dans cette région, je crois que c'est dans l'intérêt de personne. Pour vous, l'Iran est une menace pour la paix du monde ? Mais bien sûr. Un pays qui dit que le pays qui est à côté doit disparaître de la carte, c'est pas vraiment, disons, très constructif comme déclaration. Le pays à côté, c'est Israël. D'Israël, bien sûr. Alors, je crois que nous devons, par la voie politique, diplomatique, faire tout ce qu'on peut pour éviter cette menace. Et je crois que le rôle de la Russie, là, est très important. Donc, cette décision américaine, elle abaisse la tension en Europe et par effet de rebond aussi en Iran, en Russie. C'est une bonne décision, l'abandon du bouclier. Personnellement, je suis d'accord. C'est une opinion personnelle. Là, je ne parle pas en tant que comme président de la Commission. Je trouve que c'est une bonne décision parce qu'elle crée un meilleur climat pour le développement de certains efforts. Bruno Darroux ? Est-ce que cette décision, M. Barroso, pourrait aussi faciliter les négociations entre Russes et Américains sur le traité START qui arrive à échéance au mois de décembre, traité sur la réduction des armements nucléaires ? Est-ce qu'une telle décision, finalement, va permettre d'aller assez loin et assez vite sur la renégociation de ce traité ? Je l'espère. C'est important d'avoir des progrès là-dessus. Et d'ailleurs, moi, puisque vous insistez sur ce point, même si je le répète, ce n'est pas la compétence de la Commission, c'est une question qui est surtout dans la main de la diplomatie de nos États membres. Mais moi, je crois que c'est le moment de faire des efforts sérieux en termes de non-prolifération. D'ailleurs, moi, je crois personnellement que c'est la meilleure façon de traiter la question de l'Iran. Pas mettre l'Iran comme un cas complètement isolé, mais expliquer à l'Iran, expliquer au monde que augmenter les armes nucléaires, surtout dans cette région-là, qui est une région tellement critique, c'est vraiment extrêmement dangereux. Et donc c'est pourquoi on doit faire un effort sur le plan global pour la non-prolifération. Il y a aujourd'hui des voies très autorisées, y inclus du côté américain, qui sont prêts maintenant. Nous ne sommes plus au temps de la guerre froide, donc ce serait le moment de faire un effort global pour limiter les armes nucléaires et pour discuter même la question du nucléaire. Ce serait comment ? Ce serait élargir cette négociation à l'ensemble des pays ? À l'ensemble, et regarder aussi les compétences nucléaires du point de vue civil. Ne pas séparer les choses, parce que les pays ont le droit à développer de l'énergie nucléaire civile, les pays qui le veulent, pourquoi pas. C'est ce que dit l'Iran d'ailleurs. Bien sûr, mais alors faisons-le d'une façon coordonnée, selon les règles globales, acceptées, prévisibles, sans que le développement d'une compétence nucléaire civile puisse être une menace pour la paix dans une région ou pour le monde. Philippe Ricard ? Est-ce que cette phase de détente relative avec les Russes peut faciliter les choses pour l'Europe et éviter une nouvelle crise gazière comme celle qu'on a connue l'hiver dernier ? Comment vous comptez rassurer les Polonais, les Tchèques, enfin tous les pays qui sont très dépendants des importations de gaz russes ? Nous travaillons beaucoup avec les Russes. Moi, j'ai passé beaucoup d'heures à parler avec le Premier ministre Poutine, maintenant aussi avec le président Medvedev, et avec les Ukrainiens lors de la dernière crise. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les deux parties, la Russie et l'Ukraine, parce que finalement c'était une crise entre eux qui a provoqué le blocage dans l'approvisionnement de l'Europe, de certains pays de l'Europe. Une nouvelle crise est exclue d'après vous ou pas ? Non, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu, et c'est pourquoi nous sommes très cohérents dans le message que nous envoyons toujours aux Russes et aux Ukrainiens, travailler ensemble pour éviter ce genre de crise. Et en même temps, nous sommes en train d'aider l'Ukraine, soit bilatéralement, soit même avec le Fonds monétaire international, pour aider l'Ukraine à trouver les ressources nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des contrats qu'ils ont aussi avec la Russie.
M. Barroso, parlons du climat de cet important sommet de Copenhague en décembre. Donc en matière de lutte contre le réchauffement climatique, on peut dire que l'Union européenne est plutôt le bon élève de la classe. Vous avez mis au point d'ailleurs cette réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. L'Europe a dit ces derniers jours à Bruxelles, il faudrait aller plus loin. Ce n'est pas 20% qu'il faut faire, c'est 80% d'ici 2050. Alors à nouveau la question, il faudra convaincre les États-Unis, qui sont pour l'instant avec la Chine les 2 plus gros pollueurs du monde. Si on ne parvient pas à convaincre les Américains que cet effort est nécessaire pour la survie de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait? L'Europe y va toute seule? Non, ce que nous avons déjà décidé, c'est pour 2020 réduire à 20%. Ouais. Ça, c'est une décision qui a été... C'est le paquet climat que vous avez fait adopter. Le paquet climat que j'ai présenté, mais qui a été d'ailleurs approuvé pendant la présidence française. Et ça, c'est fait, d'un point de vue même législatif. Ce que nous avons dit, c'est que si d'autres puissances développées font un effort comparable, nous pourrions aller pour 2020 jusqu'à 30%. Bon, et ça, je crois, c'est là que nous devons mettre maintenant nos énergies, nos efforts. Après, si ça ne marche pas, c'est là, je crois, que nous devons maintenir, mais nous avons des mécanismes prévus pour nous défendre, parce que nous ne voulons pas la délocalisation de nos industries, notamment les industries qui sont intensives en énergie pour d'autres. Et il y a plusieurs mécanismes auxquels... Il ne faut pas que ça pénalise nos entreprises. Bien sûr. Vous êtes favorable à cette idée de taxe carbone aux frontières proposée notamment par M. Sarkozy? Nous avons prévu plusieurs alternatives. Notamment des droits d'émission gratuits pour les énergies, pour les industries plus polluantes. Une autre possibilité qui est, enfin, peut-être pourrait s'appeler comme ça, c'est une question de terme, c'est inclure les importateurs dans ce schéma aussi. Donc là, il y a différentes possibilités. Une chose est sûre, nous ne sommes pas naïfs. Nous ne voulons pas exporter nos emplois pour d'autres parties du monde, ça c'est évident. Sur cette question, il n'y a pas du tout de consensus en Europe. Les Allemands, par exemple, sont très contre un mécanisme aux frontières. Les Français poussent l'idée. Il faut trouver après la solution. Mais maintenant, je crois qu'on doit aller par étapes. Maintenant, notre effort, c'est de réussir le plus grand niveau d'ambition possible à Copenhague. Donc pourquoi parler tout de suite, qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Essayons plutôt que ça marche, c'est dans ce sens que nous nous orientons. Ce sera extrêmement difficile, je ne vous cache pas, je suis très préoccupé. Je pense que les négociations vont très lentement, très lentement. Et vous êtes inquiet? Par exemple, vous, en tant qu'homme, pour vos enfants, vos petits-enfants, vous pensez que la terre dans laquelle ils vivront... C'est un problème réel. Écoutez, si on s'appuie sur l'opinion scientifique, moi je ne suis pas un scientiste dans ces questions, mais en nous appuyant sur la meilleure opinion scientifique, c'est un danger réel. Ce n'est pas quelque chose qui est créé artificiellement. Donc je crois que nous avons là une véritable responsabilité, encore une fois morale, dans le sens vrai du terme, par rapport aux futures générations. Nous voulons leur laisser une planète dans laquelle ils puissent vivre. Alors je crois que là, il faut effectivement un grand effort. Nous parlons beaucoup avec les Américains là-dessus. Il est juste de reconnaître que le président Obama a fait un effort très considérable, mais il n'est pas encore là la position, nos missions, où nous, les Européens, nous sommes. Mais Bruno Darroux. Justement, M. Barroso, on dit que ces négociations de Copenhague vont être difficiles, vous le reconnaissez vous-même, justement parce que les Américains ont fait un premier pas, mais ils ne disent pas encore vraiment comment ils vont atteindre cet objectif de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés d'ici 2050, et puis comment ça va se traduire très précisément en termes de réduction de gaz à effet de serre. Alors, comment allez-vous convaincre les Américains de prendre des engagements beaucoup plus concrets et précis ? Écoutez, cette semaine même, nous allons nous voir à New York. Il y aura un événement à haut niveau pour le changement climatique. Moi-même, j'en ai parlé avec le secrétaire général des Nations Unies, avec d'autres, pour qu'on puisse créer ce momentum, cette dynamique. Et après, nous serons là aussi au G20 à Pittsburgh pour voir quelques aspects, je l'espère aussi, sur le financement de ce paquet. Alors nous ferons notre mieux. Je crois d'ailleurs que là, nous avons deux grands alliés, l'opinion publique et la science. Et plus tôt ou plus tard, les gens reconnaissent quand même que la science doit être prise en considération. Je me rappelle, lorsque les Américains disaient que ce n'était pas vraiment un problème. Maintenant, ils reconnaissent les problèmes. Ils y travaillent beaucoup. Pas toujours dans la même direction que nous. Mais ils travaillent beaucoup. Et c'est une équipe d'une grande compétence, celle qui est autour du président Obama. Alors,
voyons avec eux, mais aussi avec d'autres, parce que la Chine, si elle n'a pas déjà dépassé, elle va dépasser les États-Unis en termes de pollution. Comme le disait Xavier, les deux principaux pollueurs, ce sont les États-Unis et la Chine. Bien sûr. Donc, si on n'a pas leur accord à Copenhague, en fait, on ne pourra pas faire grand-chose. On pourra faire ce qu'on a déjà décidé de faire, mais effectivement, on ne pourra pas aller trop au-delà pour le moment. Et des pays comme la Chine, les pays émergents, nous disent à nous, pays développés, pourquoi vous nous imposez des règles que vous ne vous êtes pas imposées à vous-même au moment où vous avez pollué au XXe siècle, par exemple. Et ils n'ont pas tort. Oui, c'est pourquoi il faut trouver un équilibre, parce qu'il y a aussi là un point de ces économies en voie de développement, même s'ils sont des grandes économies, nous posent. C'est pourquoi nous disons qu'il faut un principe de responsabilité partagée, mais pas nécessairement au même niveau. Alors, responsabilité partagée, juste, oui. ça veut donc dire, évidemment, finance. L'Union européenne estime, je crois, 100 milliards d'euros par an les besoins des pays du Sud, des grands pays émergents, et elle serait prête à débloquer environ 15 milliards d'euros. Est-ce que tout ça vous paraît suffisant et comment avancer plus avant vers cette aide pour les pays du Sud et notamment les grands pays émergents qui disent, nous, on veut bien faire un effort, mais laissez-nous aussi nous développer? Non, 100 milliards d'euros, c'est notre calcul en termes de financement public. Mais je crois que c'est possible quand même de le faire au niveau global. Et ces pays-là doivent aussi faire leur propre contribution. Parce que quand on parle de pays en voie de développement, il y a une différence entre le Burundi et la Chine, n'est-ce pas? Absolument. Parce que, ce sont des pays qui ont quand même quelques ressources aussi. Ce sont des grandes économies émergentes. Alors là, je trouve que les chiffres que nous avons mis maintenant sur la table sont des chiffres réalistes. En tout cas, nous les avons mis sur la table précisément pour débloquer le sujet, parce que sinon, on parlait très en abstrait. Il faut quand même qu'on commence à discuter des chiffres. Et je l'ai dit dans la réunion du Conseil européen, je crois que sans de l'argent, il n'y aura pas d'accord. Mais aussi, il faut dire que sans un accord, il n'y aura pas d'argent. Donc les pays ne peuvent pas nous demander de payer s'ils ne sont pas engagés dans la véritable limitation des gaz d'effet de serre. Philippe Ricard. Et si les États-Unis ne s'engagent pas suffisamment en termes de réduction des gaz à effet de serre, est-ce que ça veut dire que l'Europe demandera aux États-Unis de mettre davantage la main à la poche, de financer davantage justement l'effort, notamment dans les pays en développement? C'est votre stratégie? Je crois que le grand effort doit être fait sur la réduction. Les pays développés, n'est-ce pas? Les grands pollueurs comme les États-Unis doivent effectivement réduire les émissions. Ça, c'est essentiel. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi donner une contribution. À Copenhague un engagement des Américains en ce sens. C'est pour cela que nous travaillons. Je ne vous cache pas que c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, soyons clairs, il y a maintenant des questions aux États-Unis. Vous voyez que le président Obama était en train de faire un grand effort pour une réforme que dans la plupart de nos pays, nous avons depuis plus de 50 ans. C'est un système public de santé. Donc c'est évidemment difficile pour lui à ce stade, mais nous avons engagé avec eux un dialogue très franc et très ouvert. Et je crois que nous devons travailler dans ce sens. Au niveau européen, en interne, si j'ose dire, vous confirmez votre idée de créer le poste de commissaire au climat? Oui, je crois que c'est très important. Oui. Ça, vous pouvez l'annoncer officiellement, ça va se faire? Ah oui, je l'ai déjà annoncé. D'accord, oui. Alors, peut-être une question sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je le disais tout à l'heure, vous êtes à l'aube d'un deuxième mandat. Est-ce que vous allez vous battre aussi pour renforcer le rôle de la Commission, votre rôle supranational, par rapport aux États? On vous a souvent présenté comme quelqu'un qui était favorable à une politique, comme on dit dans le jargon, intergouvernementale, c'est-à-dire que ce sont les gouvernements, les États qui font un petit peu les règles du jeu. C'est une commission de secrétariat général du Conseil. Ça, c'est une critique récurrente. Donc ça, vous en avez marre qu'on vous dise ça? Écoutez, ça, c'est pas vrai. Écoutez, vous savez très bien que nous avons eu des problèmes sérieux pour imposer quelques positions devant les États, y inclut les plus grands États. Dont nous avons eu des guerres dans le cadre du même club. Je suis très attaché d'ailleurs à la méthode communautaire. Il faut comprendre pourquoi la Commission a un rôle irremplaçable dans le système. De plus en plus, elle est importante parce qu'une Europe élargie a besoin de ce point de référence pour garantir quand même la fairness, c'est-à-dire l'équilibre, l'équité entre tous. Et c'est là que, dans ce sens que je travaille. Bien sûr, je le fais avec mon style à moi. C'est-à-dire, moi je trouve, et ça il faut que les gens comprennent, le but c'est d'obtenir des résultats. Moi, parfois, je sens que je serais peut-être plus populaire ici devant la presse à Bruxelles si chaque jour j'insultais certains gouvernements, certains États. Mais
est-ce que ce serait utile pour l'Europe? Mon objectif, c'est de garantir les résultats. Et comment ça fonctionne en Europe? La Commission propose, mais après, il faut que les gouvernements et le Parlement approuvent. Donc, j'essaye un partenariat. Je ne fais pas une Europe contre les États. D'accord. Mais est-ce que la crise financière et économique qu'on connaît ne renforce pas paradoxalement le rôle, par exemple, des États? On a besoin, on dit partout, qu'on a plus besoin que jamais des États. Et on voit bien que le coup franco-allemand redevient, je dirais, important dans le moteur européen. La crise est très paradoxale. D'un côté, ça montre cela, mais ça montre que les États sont tous très petits, que nous sommes tous dépendants dans ce monde, que Jean Monnet avait raison, le précurseur de la communauté, quand en 1954, il a dit que nos nations, il parlait des nations européennes, sont devenues trop petites pour les États-Unis et la Russie d'aujourd'hui, pour la Chine et l'Inde de demain. C'est vrai. Même l'Angleterre, la France, l'Allemagne sont trop petites quand il s'agit de négocier avec la Russie, la Chine, les États-Unis. C'est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de l'Europe et d'une Europe forte. Et d'une commission forte. Mais cette Europe ne peut pas se construire contre le sentiment national. Parce que les Français, ou les Irlandais, ou les Britanniques, ou les Portugais, nous aimons tous nos pays. Et donc c'est une erreur, à mon avis, de construire l'Europe contre les nations. Il faut le faire avec, mais bien sûr dans la défense intransigeante, je le dis, de la méthode communautaire et dans ce cas des compétences de la Commission. Philippe Ricard. Une des leçons de la crise, c'est aussi qu'il faudrait peut-être davantage de régulation. Enfin, vous avez un peu axé votre réélection sur ce sujet-là. Il y a eu beaucoup de critiques qui tournaient autour aussi d'une éventuelle passivité de la Commission au début de la crise au moins, et notamment du commissaire McCreevy. C'est vraiment un des slogans, on va dire, de votre deuxième mandat. Alors, on a parlé de régulation dans le secteur de la finance avec le G20. Il y a une crise actuellement sur la production de lait. Les Français et les Allemands demandent davantage de régulation pour essayer de compenser la suppression des quotas à l'horizon 2015. Vous êtes favorable à cette régulation dans le lait? Cette critique, la passivité de la Commission est complètement injuste. Complètement injuste. Nous avons été les premiers à réagir. Lorsque les chefs d'État ou de gouvernement de l'Europe demandaient un stimulus budgétaire d'1%, j'ai écrit un article d'ailleurs dans la presse française aussi en demandant au moins 1,5% et nous avons mis des propositions. Bien sûr, c'était pendant la présidence française. Je n'ai pas le glamour de mon ami Nicolas Sarkozy. Ça, je crois que personne ne l'a. Mais effectivement, nous avons, comme d'ailleurs il l'a dit toujours, travaillé la main dans la main. J'étais avec lui pour convaincre que le président Bush a lancé le processus du G20. Donc, la Commission était vraiment à la pointe de la réponse à la question. C'est une critique injuste. Vous trouvez que votre ami Nicolas Sarkozy a été injuste quand il a critiqué la passivité de la Commission européenne au début de l'année? Je trouve, moi, ce qu'il m'a dit, et je peux vous montrer les lettres qu'il m'a écrites, l'appui qu'il m'a donné, c'était toujours d'une grande générosité. Il a toujours salué l'extraordinaire coopération qu'il maintient d'ailleurs avec moi. Mais je crois effectivement que grâce à cause du brio exceptionnel de communication de Nicolas Sarkozy, et ça c'est un hommage que je lui fais, le rôle de la Commission est apparu, n'a pas été reconnu dans toute sa valeur, c'est vrai. Mais écoutez, mon objectif, encore une fois, c'est les résultats. Et la vérité, c'est l'Europe qui a lancé le processus G20 et que nous sommes à la pointe. Personne n'a mis les propositions. C'est moi qui ai mis, en nom de la Commission, les propositions de la réglementation du marché financier que nous allons présenter maintenant. Et nous avons réussi le consensus avec les Britanniques. C'est pas facile, soyons clairs. Hein. C'est pas évident d'avoir les Français, les Allemands, les Britanniques d'accord avec un système de supervision. Et maintenant, nous l'avons fait. Et qui a fait les propositions ? Permettez-moi peu de modestie, mais c'est la Commission qui a fait ça. Donc là, je suis fier de notre rôle et je crois que c'est injuste de ne pas le reconnaître comme, disons, l'élément fédérateur dans cette Europe qui est de plus en plus difficile et complexe. Et davantage de régulation dans le secteur du lait. Enfin, c'est pas du tout la finance, mais c'est l'agriculture. Le secteur du lait, nous sommes en train d'adapter nos règles le maximum qu'on peut à la situation spécialement difficile qui existe. Les dernières nouvelles vont plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire les prix commencent à monter à la production. Il y a aussi des problèmes apparemment dans la distribution, ce qui montre aussi qu'il y a probablement quelques problèmes de concurrence, parce qu'il y a des différences très importantes entre le prix à la production et le prix à la distribution. Mais, des ententes entre les grandes chaînes de distribution, c'est ça? Écoutez, il y a des différences. Il y a une enquête en cours, je crois, la Commission. Nous avons des enquêtes en cours, c'est vrai. José Manuel Barroso, si les Irlandais disent oui au traité de Lisbonne,
Il va y avoir bientôt un nouveau haut représentant de la politique étrangère européenne. Il y aura bientôt un nouveau président du Conseil qui sera élu pour 2 ans et demi. Est-ce que vous avez des favoris? Il y a des noms qui circulent. On parle de Tony Blair. Vous pourriez faire un couple avec Tony Blair? Non, je ne vais pas maintenant faire des spéculations sur le nom. Ce que je peux vous dire, c'est que je me réjouis d'avoir, je l'espère, un président permanent du Conseil. Ouais. Cette année, j'ai travaillé avec 4 présidents du Conseil. L'actuel Premier ministre suédois, mais j'ai eu 3 présidents tchèques. Le président de la République, mais 2 premiers ministres. Ouais, alors, c'est quand même pas normal, une institution qui a 4 présidents dans un an. Donc, la Commission, encore une fois, puisque vous me demandez sur la Commission aussi, la Commission, c'est la référence, c'est la continuité, c'est la cohérence, c'est la stabilité, c'est la prévisibilité. Le Conseil, il n'a pas cette cohérence. C'est aussi une concurrence. C'est aussi une concurrence pour vous. Non, mais moi, je veux un conseil. Ce qui m'intéresse, c'est l'Europe. Moi, je n'aime pas ces questions-là de jalousie. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, maintenant, je suis président de la Commission, mais auparavant, j'étais Premier ministre. Et je ne sais pas ce que dire. Ce qui m'intéresse, c'est l'Europe dans son ensemble. Et que l'Europe fonctionne. Et pour que l'Europe fonctionne, nous avons besoin d'institutions fortes. Une Commission forte, et aussi un Conseil fort. Et aussi un Parlement européen fort. Donc, s'il y a un président permanent, j'espère qu'il va travailler lui ou elle, en bonne harmonie avec la Commission, parce que sinon ça ne marche pas. Et puis Bruno Darou. Un conseil fort, est-ce que ça veut dire un président du conseil fort, c'est-à-dire autre qu'un simple coordinateur? Vous savez qu'il y a un peu 2 écoles parmi les États membres. Il y a notamment les Français qui demandent une présidence qui a un peu d'allure à la Sarkozy, on va dire. Je crois que le président Sarkozy va rester encore quelques années en France. Donc c'est pas le moment. Une présidence plus soft, plus light, un chairman. Écoutez, c'est une question de style, encore une fois. Pour moi, ce qui est important, c'est tout d'abord quelqu'un de rationnel. C'est très important. Et être rationnel, ça veut dire trouver les équilibres nécessaires. Maintenant, j'ai une expérience de 5 ans à travailler avec 11 présidences différentes. Avec tous, j'ai travaillé en bonne harmonie soit Sarkozy, Merkel, Tony Blair, Jean-Claude Juncker, au portugais José Socrates, enfin tous les autres. J'ai fait toujours une coopération loyale. Vous disiez que M. Sarkozy, je pense que quelqu'un avec Mme Merkel, la Commission avait un peu du mal sur la communication. Donc vous serez peut-être plutôt favorable à un président plus discret, peut-être. Non, mais je ne suis pas, encore une fois, je crois que c'est une erreur de voir une institution au détriment de l'autre. Ce qui nous intéresse, c'est avoir des résultats pour les citoyens. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et ça, je peux l'obtenir avec un président dans un style ou dans l'autre, si c'est quelqu'un de rationnel et si c'est quelqu'un quand même engagé pour l'Europe. Il faut quelqu'un qui ait une conviction européenne. Ça, c'est... Très rapidement, les institutions, ça compte, bien sûr. Les hommes aussi. Vous allez donc nommer votre future équipe. La France, notamment, dit qu'elle aimerait beaucoup avoir un commissaire, le poste de commissaire au marché intérieur qui permet d'avoir la haute main sur la régulation concernant les marchés financiers. La France peut avoir bon espoir? Il n'y a pas... Les portefeuilles ne sont pas attribués au pays. Ça, il faut bien comprendre. Les portefeuilles sont attribués au commissaire et c'est le droit et le devoir du président de la Commission de faire la distribution des portefeuilles. Il n'y a pas de portefeuille. Ils sont commissaires européens, mais ils sont français ou ils sont belges. Moi, je suis portugais. Je ne suis pas là pour défendre les intérêts de mon pays. Je suis là pour défendre les intérêts de l'Europe dans son ensemble. Et les commissaires doivent faire la même chose. Donc les portefeuilles ne sont pas attribués à des pays. Vous n'avez pas encore fait la répartition des postes. Pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas encore quels sont les candidats. D'ailleurs, si nous avons Lisbonne, comme j'espère, il faut faire un choix essentiel, qui est le choix du haut représentant qui sera vice-président de la Commission. Et là, le président de la Commission a le droit à exprimer son opinion. Et seulement après, je crois, nous pourrons avoir une idée de la distribution. Il reste 1 minute, on ne peut pas ne pas parler d'élargissement. On sait que la Croatie et l'Islande, probablement, seront les futurs 2 nouveaux membres de l'Union européenne, à l'horizon 2011 peut-être. Je ne sais pas, je ne vais pas faire des prévisions. On dit 2011-2012. Bon, la Turquie, c'est évidemment la question à 100 000 euros. La Turquie, vous êtes pour ou contre l'entrée de la Turquie ou un partenariat spécifique? Je suis pour le respect des engagements que nous avons pris et les États membres ont pris. C'est une décision des États membres, pas de la Commission. Les États membres, dont la France, je me rappelle, j'ai bien parlé... Vous êtes aussi le moteur des négociations avec la Turquie. Oui, mais attention, chacun prend ses responsabilités. Oui. La décision de faire des négociations avec la Turquie a été prise par les gouvernements de l'Europe. Notamment, j'ai parlé à l'époque avec Jacques Chirac. Je lui ai demandé s'il voulait vraiment qu'on fasse des négociations et la position a été très claire. La France veut faire des négociations avec la Turquie. Et c'est la position à l'unanimité. Et donc maintenant, nous exécutons cela et je crois qu'on doit respecter nos engagements.
Comment cela va aboutir quand? Je ne sais pas. Je crois qu'on ne peut avoir la Turquie que s'ils sont préparés et si nous sommes préparés. Et ça ne sera pas dans le prochain mandat. C'est pas une question C'est pas d'actualité. dans ce mandat, ça je peux vous le garantir. Une dernière question rapidement, 30 secondes. Sur l'élargissement, vous ne pensez pas qu'une phase de consolidation serait nécessaire? Parce qu'il y a eu 12 nouveaux États membres là, très récemment, depuis 2 ans. On sent bien que tout ça n'est pas encore tout à fait digéré. On va y avoir les 20 ans de la chute du mur de Berlin. Mais le chantier est encore là. Donc est-ce qu'il ne faut pas un peu stabiliser? Consolidation, mais en ne fermant pas les portes et en ne brisant pas nos propres engagements. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit dans mon programme que j'ai présenté au Parlement européen. Mais bien sûr, il faut une phase de consolidation, mais ça ne veut pas dire fermer les portes. Il faut continuer les négociations. Et comme vous avez dit, par exemple, la Croatie, c'est très avancé déjà. Donc, continuons les négociations de bonne foi avec les pays qui veulent nous joindre. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Aucun État membre ne veut quitter. Il y a pas mal de pays qui veulent nous joindre. C'est déjà une bonne nouvelle. Monsieur le Président, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir accueillis ici à Bruxelles. Merci à tous, merci à vous deux. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Merci encore. Merci. Mais le chantier est encore là, donc est-ce qu'il ne faut pas un peu stabiliser? Consolidation, mais en ne fermant pas les portes et en ne brisant pas nos propres engagements. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit dans mon programme que j'ai présenté au Parlement européen. Mais bien sûr, il faut une phase de consolidation, mais ça ne veut pas dire fermer les portes. Il faut continuer les négociations. Et comme vous avez dit, par exemple, la Croatie, c'est très avancé déjà. Donc, continuons les négociations de bonne foi avec les pays qui veulent nous joindre. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Aucun État membre ne veut quitter. Il y a pas mal de pays qui veulent nous joindre. C'est déjà une bonne nouvelle. Monsieur le Président, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir accueillis ici à Bruxelles. Merci à tous, merci à vous deux. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Merci encore. Merci.
Il pourrait dormir là-bas et y aller quand il veut. Mais Hassan ne peut pas y aller quand il veut, même si cette terre lui appartient. Maintenant, on est de l'autre côté. Ça veut dire qu'on est à l'intérieur d'Israël. Ici, c'est Qalqilia, mais pour eux, vous avez entendu le soldat, il va travailler en Israël. Une humiliation pour Hassan et pourtant ici, il retrouve le sourire. Tu as un grand jardin, hein? Bah oui, j'ai un grand jardin, qu'est-ce que tu crois? Il y a du business ici, c'est ça qui est important. Ses affaires marchent, moins bien qu'avant, mais au moins les clients sont là. Des jardiniers israéliens qui achètent en gros. Parmi eux, il y a même des colons. Tout mon travail, c'est avec des Israéliens. Des familles, des amis, des clients. Ils sont tous juifs. On peut vivre ensemble. On n'a pas besoin des politiques. On peut vivre ensemble. Et même très bien. Mais ils ne nous laissent pas tranquilles. Fin 2008, plus de 600 checkpoints bloquent toujours le trafic en Cisjordanie. La construction de la barrière se poursuit. Encore 300 km et le territoire tout entier sera emmuré. Le processus de paix, lui, est toujours au point mort. Nous sommes à Varsovie. C'est là que la Comédie Française pose ses valises, le temps de 2 représentations. La célèbre maison parisienne s'affiche sur la façade du Théâtre National. Bienvenue à Varsovie, bienvenue au Théâtre Narodowe et à la Comédie Française. Dans quelques minutes aura lieu la première, un événement ici, en Pologne. La Comédie Française, c'est la plus ancienne troupe de théâtre de France, une institution vieille de 3 siècles. Mais attention, ce spectacle ne se veut surtout pas franco-français, mais plutôt européen. Cette tournée présente 2 spectacles, une comédie contemporaine italienne mise en scène par un metteur en scène bulgare qui fait sa 3e mise en scène au sein de la troupe, et Les Précieuses Ridicules de Molière, mais mis en scène par un metteur en scène anglais, Dan Jemmett. Résultat, une mise en scène très contemporaine qui dépoussière le classique de Molière et l'image de la troupe. Je n'y prenais pas garde, votre œil en tapis pas. Me dérobe mon cœur, C'est très moderne, ça ne colle pas avec l'image classique de la comédie française. Avec cette représentation, ils ont réussi à nous surprendre et à élargir notre regard. Et c'est aussi ça l'Europe, la diversité des regards et des cultures. Il a fallu 2 ans de travail pour mettre sur pied cette tournée à travers 10 pays d'Europe de l'Est, les derniers entrés dans l'Union. Sur les routes entre Sofia et Tallinn, 17 personnes et 8 tonnes de décors pour monter 2 pièces aux univers radicalement différents. Le temps est faux. Si tu lis le journal d'hier, tu vois que le temps est faux. Si tu lis le journal d'hier, tu ne sauras jamais les nouvelles du jour. Et puisque les comédiens jouent bien sûr en français, des traducteurs de chaque pays ont planché pour adapter les pièces dans leur langue. Ensuite, comme au cinéma, la traduction est projetée en simultané. Quand le public rentre, on projette la phrase d'Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et je trouve ça très beau parce que ça veut dire un respect de chaque identité, de chaque différence, et en même temps de pouvoir travailler ensemble. À la fin du spectacle, le public polonais, s'il n'est pas devenu francophone, est plus que jamais francophile. C'était la première fois que je voyais la Comédie Française et j'ai passé une très bonne soirée. Je suis ravie. Les acteurs français sont vraiment fantastiques. La troupe retrouvera la scène parisienne en février 2009, après avoir prouvé qu'elle pouvait franchir les frontières avec une certaine audace.